Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice fondamental, l'explication de textes philosophiques. Ça peut faire un peu peur au premier abord, c'est vrai, mais vous allez voir, avec la bonne méthode, ça devient un outil d'analyse vraiment puissant. Considérez cette présentation comme un cours un peu accéléré pour en maîtriser tous les secrets. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va définir très précisément ce qu'est et ce que n'est pas une explication de texte. Ensuite, on verra les règles d'or, la structure à suivre absolument. Puis, on explorera deux principes clés pour aller au fond des choses. On répondra à quelques questions qui reviennent souvent. Et enfin, on verra comment faire de cette méthode la vôtre. Allez, on commence avec notre première section. Souvent, pour bien comprendre ce qu'on doit faire, la meilleure chose, c'est de commencer par clarifier tout ce qu'on ne doit pas faire. C'est en éliminant les mauvaises pistes qu'on trouve le bon chemin. Il y a des erreurs, des pièges vraiment classiques dans lesquels on a vite fait tomber. Et ces erreurs, elles dénaturent complètement l'exercice. Il est donc crucial de les avoir bien en tête pour ne pas partir dans la mauvaise direction. Premièrement, l'explication, ce n'est pas un prétexte pour étaler ses propres idées. Le texte n'est pas un tremplin. Deuxièmement, ce n'est pas non plus un commentaire thématique où on irait piocher des idées à droite à gauche. Non, l'ordre est important. Et enfin, le piège le plus subtil peut-être, ce n'est pas une paraphrase. Il ne s'agit pas juste de redire la même chose que l'auteur, mais avec d'autres mots. Bon, maintenant qu'on a bien délimité le terrain, qu'on a vu les fausses routes, demandons-nous, c'est quoi alors une explication de texte réussie? Quel est son véritable objectif? La règle de base, c'est tout le texte et rien que le texte. On reste collé à ce qui est écrit. Le but, ça vient du latin explicare, qui veut dire déplier. C'est exactement ça. On va déplier la pensée de l'auteur, mettre à plat sa logique, rendre visible l'enchaînement de ses arguments. En somme, on montre comment tout ça fonctionne de l'intérieur. Et pour faire ça, on suit une structure très claire en 3 parties. On passe à la deuxième section, les règles d'or. Parce que oui, une bonne explication de texte, ça repose sur une structure solide, une sorte de squelette qui va soutenir toute l'analyse. C'est une structure qui n'est pas vraiment négociable. Cette structure, elle n'a rien de révolutionnaire, vous la connaissez, l'introduction qui va poser toutes les bases, le développement qui est vraiment le cœur du réacteur et la conclusion qui vient boucler la boucle. Attardons-nous sur l'introduction, parce qu'elle est capitale. C'est elle qui donne la première impression. Il y a une sorte de formule en 5 temps qu'on pourrait appeler la formule magique, pour être sûr de ne rien oublier. C'est vraiment la clé de voûte de tout le travail. Alors, décomposons-la. Le thème, c'est le sujet général, de quoi ça parle en gros. Le problème, c'est la question précise que l'auteur se pose dans ce passage. La thèse, c'est sa réponse, sa position. Le plan, c'est tout simplement les étapes de son raisonnement. Et la problématisation, c'est le moment où on prend un peu de recul pour soulever les enjeux, les questions que le texte peut poser. Pour le développement, la règle est simple. On suit le texte, dans son ordre. C'est une analyse linéaire, pas à pas. On ne saute pas d'une idée à l'autre. Pour la conclusion, c'est une synthèse. On résume ce qu'on a démontré. Et surtout, on n'ouvre pas de nouvelles questions. Le devoir doit se finir par un point final, pas par des points de suspension. On attaque la 3e partie. Là, on va voir 2 principes un peu plus imagés, 2 métaphores qui sont en fait les piliers d'une analyse vraiment fine, qui va au-delà de la simple technique. Le premier principe, on peut l'appeler comme ça, le pointillisme méthodologique. Oui, comme la technique de peinture. Ça évoque tout de suite une idée de précision, d'attention aux détails. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va s'accrocher aux mots exacts choisis par l'auteur. Chaque terme compte. On évite les grandes généralités, on cite, on analyse le vocabulaire. C'est ce principe de fidélité au texte qui nous empêche de glisser vers la dissertation. Le deuxième principe, lui, est encore plus visuel. C'est l'idée de peindre l'échafaudage en rouge. Imaginez la structure métallique qui soutient un bâtiment en construction. Eh bien, dans un texte, cet échafaudage, c'est sa structure logique. C'est l'ossature de l'argumentation, les connecteurs logiques, les différentes étapes qui permettent à l'auteur de tenir son raisonnement. Et alors, pourquoi le peindre en rouge? Tout simplement pour qu'on ne voit que lui. Le travail d'analyse, c'est de rendre cette structure, souvent implicite, complètement explicite. Le plan de l'auteur doit sauter aux yeux, il doit devenir le plan de notre développement. Allez, on passe à un moment un peu plus direct, la foire aux questions. On va s'attaquer à quelques interrogations très courantes, des points qui posent souvent problème quand on débute avec cet exercice. Une confusion qui revient tout le temps, c'est celle entre 2 termes de notre fameuse formule magique de l'intro. C'est quoi, au juste, la différence entre le problème et la problématisation? La distinction est super importante. Pour faire simple, le problème, il est interne au texte. C'est la question que l'auteur essaye de résoudre. La problématisation, c'est un geste qui vient de l'extérieur, de l'analyste. Ce sont les questions critiques, les enjeux que l'on soulève à partir de ce que dit le texte.
C'est là que la réflexion personnelle commence à intervenir. Autre grande question. Est-ce qu'il faut avoir lu tout Kant ou connaître sa vie par cœur pour pouvoir expliquer un de ses textes? Bref, faut-il être un expert de l'auteur? La réponse est claire. Non. C'est même parfois un piège. Le risque, c'est de plaquer des connaissances toutes faites sur le texte au lieu de le lire vraiment. La règle d'or, c'est que l'intelligence du texte lui-même, la compréhension fine de ce qui s'y passe, est beaucoup plus importante que l'étalage de connaissances. On arrive à notre dernière section. On a vu les règles, la structure, les principes. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Comment on passe de l'application un peu scolaire de la méthode à une véritable maîtrise, un véritable art de l'analyse? Au fond, la question qui se pose, c'est de savoir si toute cette méthode rigoureuse est une contrainte, un carcan qui empêche de penser, ou si au contraire c'est le cadre qui permet à une véritable liberté intellectuelle de s'exercer. Je pense que c'est en maîtrisant ces règles qu'on gagne la confiance nécessaire pour vraiment dialoguer avec les textes. La structure n'est pas une prison, c'est la condition d'une pensée plus claire, plus profonde et au final plus libre.